Voyagez au cœur du grand siècle et laissez-vous envoûter par la plume d'une femme qui a marqué son époque. Cette interview vous plonge dans l'univers fascinant de Madeleine de Scudéry, une écrivaine hors du commun. Bien qu'il s'agisse d'une conversation fictive, elle est inspirée de sa vie et de son œuvre pour révéler ses rêves, ses passions et son audace. Découvrez comment une femme du XVIIe siècle a écrit l'un des romans les plus longs de l'histoire, défié les conventions et laissé une empreinte durable sur la littérature française. Un témoignage imaginaire, mais rempli de vérités intemporelles. Madame de Scudéry, commençons par vos jeunes années. Vous avez grandi dans un environnement assez singulier pour une jeune fille de votre époque. Comment s'est forgée votre passion pour la littérature? Merci pour votre invitation. Ma naissance au Havre, en 1607, ne laissait guère présager une vie d'intellectuel et de lettres. J'étais encore une enfant lorsque je perdis mes parents. Heureusement, mon oncle, un homme éclairé et bienveillant, me recueillit et prit en main mon éducation. Dans sa maison, il y avait plus de livres que de parures, plus de discours érudits que de conversations futiles. Il me permit d'apprendre le latin, l'italien, et même de m'initier à la rhétorique et à la poésie. Très tôt, j'ai compris que les mots avaient un pouvoir. Ils pouvaient apaiser une douleur, convaincre une assemblée ou peindre un monde plus noble. À 12 ans, je traduisais Pétrarque non seulement pour l'exercice intellectuel, mais parce que je sentais que ces vers italiens recelaient une sagesse et une beauté universelles. Je voulais non seulement les comprendre, mais les transmettre, les adapter à la langue française. Votre éducation, bien qu'exceptionnelle, n'a-t-elle pas suscité de résistance dans un milieu où l'instruction des femmes était si limitée? Cela m'a ouvert des horizons que peu de femmes de mon temps pouvaient même rêver d'atteindre. Je voyais déjà que la culture n'était pas réservée à un sexe ou à une classe sociale. Les hommes affirmaient que nous, femmes, devions nous contenter des ouvrages religieux et des récits édifiants. Pourtant, chaque livre que je lisais me montrait que l'esprit humain, qu'il soit masculin ou féminin, avait des capacités illimitées. Cette conviction a marqué toute ma vie. Il n'y a pas de barrière naturelle à la connaissance, seulement des obstacles artificiels. Une fois adulte, vous avez collaboré avec votre frère Georges de Scudéry. Pouvez-vous nous expliquer comment cette collaboration a influencé votre carrière littéraire? La collaboration avec Georges était, disons, pragmatique. À l'époque, une femme qui écrivait pouvait être regardée avec suspicion, voire ridiculisée. Mon frère, en tant qu'homme et en tant qu'auteur déjà établi, pouvait être un intermédiaire entre mes textes et le public. Certains y voient une injustice. Moi, j'y vois un compromis nécessaire. Et pourtant, cela impliquait de publier sous son nom. Était-ce pour vous une concession difficile ou un compromis nécessaire dans le contexte de l'époque? Si cela avait été un frein à mon expression, oui. Mais grâce à cette ruse, mes œuvres ont pu atteindre les cercles littéraires et les salons de la cour sans encombre. Ce qui comptait, ce n'était pas mon nom, mais mes idées. En rétrospective, estimez-vous que cette stratégie a davantage servi votre œuvre qu'elle ne vous a empêché d'être reconnu en votre propre nom? Georges avait ses ambitions et son orgueil d'homme de lettres. Moi, j'avais mon désir d'être reconnu pour ce que j'étais. Mais il savait, et je savais, que ces histoires, ces romans, portaient ma marque. Nous avions une relation où chacun tenait un rôle. Lui, celui du protecteur et de l'intermédiaire, moi, celui de la créatrice. C'était une sorte de pacte implicite. Entrons maintenant dans le pari intellectuel. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'hôtel de Rambouillet et comment y avez-vous trouvé votre place parmi les esprits les plus brillants? L'hôtel de Rambouillet était un monde à part. C'était le refuge des esprits cultivés. Un lieu où l'on pouvait parler librement de tout ce qui comptait, littérature, philosophie, politique et bien sûr, amour. C'est là que j'ai rencontré certains des esprits les plus brillants de mon temps. On y débattait avec une passion et une subtilité incroyables. La Société des Précieuses et l'éclat de leurs conversations sont aujourd'hui célèbres. Quelle était pour vous l'essence de ces échanges? On y entrait comme dans un sanctuaire de l'esprit. Les discussions pouvaient durer des heures, parfois jusqu'à l'aube.
Chacun devait affûter son esprit, car la moindre banalité était impitoyablement relevée. Mais ce n'était pas qu'une compétition intellectuelle. Il y avait aussi une camaraderie, un sentiment de faire partie d'une élite non pas par la naissance, mais par le talent. Ces salons étaient-ils uniquement des lieux d'amusement intellectuel, ou avaient-ils aussi une ambition plus profonde de changer la société? J'ai compris très vite que la conversation n'était pas seulement une question de mots, mais d'écoute. J'ai appris à observer, à comprendre ce qui animait les gens, ce qui les touchait. Et puis, en tant que femme, je pouvais apporter une perspective différente, notamment sur les relations humaines, sur les subtilités de l'amour, des émotions. Mon point de vue, nourri de lectures et d'expériences personnelles, a trouvé sa place parmi ces débats. Parlons de vos œuvres, et notamment d'Artamène ou Le Grand Cyrus, ce roman-fleuve extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a conduite à composer une œuvre si étendue, rassemblant près de 400 personnages et s'étendant sur plusieurs volumes? Artamène n'est pas seulement une histoire, mais un univers entier où chaque personnage, chaque intrigue, contribue à une harmonie d'ensemble. Par ce roman, j'ai voulu peindre, à la manière d'un grand tableau, les passions, les vertus et les défauts de l'humanité. Ce fut un vaste projet, certes, mais nécessaire pour capturer la richesse des aventures et des sentiments qui traversent l'âme humaine. En vérité, à l'époque où je l'écrivais, le roman demeurait un genre encore peu noble. En lui donnant cette ampleur, en y tissant de multiples intrigues, en y intégrant des réflexions sur la morale, sur l'amour et sur le pouvoir, j'espérais démontrer qu'il pouvait être aussi profond et complexe que les formes littéraires plus traditionnelles. Mais pourquoi tant de personnages? Presque 400. N'est-ce pas un pari audacieux? Un monde riche de personnages permet de mieux explorer les nuances de la nature humaine. Dans Artamène, chaque figure, qu'elle soit héroïque, amoureuse ou perfide, vient enrichir l'ensemble. Il ne s'agit pas d'une simple abondance, mais d'une multitude de voix qui se répondent et se complètent. À travers elle, j'ai voulu dessiner une fresque où le lecteur peut trouver, çà et là, des reflets de sa propre condition. On dit aussi que derrière vos personnages se cachent des figures célèbres de votre époque. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Il est vrai que certains ont cru reconnaître sous les traits de Cyrus des allusions au prince de Condé, ou même à Louis XIV. Je ne le démentirai pas, mais ce n'est pas là l'essentiel. Ces ressemblances, si elles existent, ne sont que des échos. Mon intention n'était pas de peindre des portraits directs, mais plutôt d'insuffler à mes héros des qualités ou des dilemmes que mes contemporains auraient pu reconnaître et méditer. Et qu'en est-il de Sappho, cette héroïne si singulière qui semble vous ressembler? Était-elle votre double littéraire? Sappho est certainement celle de mes héroïnes qui me ressemble le plus. D'ailleurs, c'est le surnom que l'on me donnait dans les salons. En elle, j'ai voulu représenter non seulement l'esprit et la sensibilité d'une femme capable de penser et de s'exprimer librement, mais aussi le raffinement de l'âme. Sappho est une figure allégorique, mais il serait faux de prétendre qu'elle n'a pas hérité de certains de mes traits. Pourquoi avoir choisi le nom de Sappho, qui renvoie à la célèbre poétesse grecque? Sappho, dans l'Antiquité, symbolisait le génie poétique et l'élégance de la pensée. En donnant ce nom à mon héroïne, je souhaitais rappeler qu'il existe une tradition ancienne de femmes remarquables par leur esprit et leur sensibilité. Ce n'est pas tant pour m'y associer directement que pour montrer qu'un tel modèle demeure inspirant et actuel. Ainsi, Artamène n'est pas qu'un roman d'aventure, mais aussi une œuvre aux multiples niveaux de lecture. En effet, c'est un miroir de mon siècle, une méditation sur les qualités humaines et une tentative de réconcilier les idéaux et la réalité. C'est pourquoi il est si long. Chaque personnage, chaque intrigue, chaque réflexion y trouve sa place, comme autant de fils dans une tapisserie. Et la carte du tendre dans Clélie, comment l'avez-vous conçue? La carte du tendre est un jeu d'esprit et une réflexion sur les affections humaines. À l'instar d'une carte géographique, elle offre des repères à ceux qui voyagent dans les méandres de l'amour. Chaque lieu, chaque chemin symbolise une étape ou un sentiment. Elle est née de ma volonté de donner une forme visible aux nuances de l'âme. On dit que cette carte a charmé toute la cour et qu'elle fut utilisée comme un guide sentimental. Si elle a pu amuser ou inspirer mes contemporains, j'en suis ravie. Mon intention était de créer une image élégante et subtile de l'amour,
qui puisse à la fois charmer l'esprit et l'aider à mieux comprendre les méandres du cœur. Vous semblez avoir ainsi élevé le roman et l'écriture au-delà de simples divertissements. C'est bien là mon ambition, que la littérature ne se contente pas d'être agréable, mais qu'elle invite à réfléchir, à ressentir et à s'élever. Artamène et mes autres écrits ne sont pas des simples histoires, mais des compositions pensées pour toucher l'âme et stimuler l'esprit. Vous avez été l'une des premières femmes à recevoir une reconnaissance officielle de l'Académie française. À l'époque, que représentait cet honneur pour vous? Ce fut un moment aussi inattendu qu'agréable. Non pas que je poursuivisse les distinctions, mais une telle reconnaissance confirmait que mon travail, mon application, avaient porté leurs fruits. Recevoir l'estime de l'Académie, ce n'était pas simplement une récompense personnelle. C'était le reflet d'un effort acharné pour élever le genre romanesque, pour démontrer qu'il pouvait rivaliser en noblesse et en profondeur avec la poésie ou le théâtre. Je ne me suis jamais vue comme une pionnière, ni comme quelqu'un qui cherchait à bousculer l'ordre établi. Ce n'était pas mon rôle, mais savoir que mes œuvres, malgré leur ampleur et leur complexité, avaient été jugées dignes par les plus grands esprits de mon temps, cela m'a procuré une grande satisfaction. J'y ai vu la preuve que l'étude, la patience, la recherche de la beauté dans les lettres n'étaient pas vaines. Et pourtant, après votre décès, votre nom s'est peu à peu effacé des mémoires. Comment expliquez-vous cet oubli? L'oubli est souvent le sort réservé aux œuvres qui ne cherchent pas à se plier aux modes ou à flatter les puissants. J'ai toujours préféré rester à l'écart des intrigues de cour. Mon ambition n'a jamais été de devenir une figure incontournable de mon époque, mais plutôt de composer des récits qui puissent enrichir l'esprit et nourrir l'imagination de mes contemporains. De plus, mes œuvres, particulièrement Artamène et Clélie, sont vastes, foisonnantes et profondément ancrées dans les mœurs et les préoccupations de mon siècle. Elles exigent du lecteur une patience, une attention qui, je le crains, ont pu paraître hors de portée à des époques moins enclines à apprécier la longueur et la richesse des récits. Loin de regretter cela, je me plais à penser que ceux qui les ont réellement parcourus y ont trouvé une matière dense et subtile, digne des plus grandes méditations. Que retenez-vous de votre parcours? Une vie consacrée à la recherche des idées et à leur mise en forme dans le langage le plus clair et le plus élégant possible. Je ne me suis jamais égarée dans la quête de la gloire. Mon plus grand bonheur fut de m'asseoir à ma table, plume en main, et de voir des mondes naître sous mes doigts. Chaque personnage, chaque intrigue que j'ai imaginée, je l'ai fait avec le plus grand soin, non pas pour plaire à tous, mais pour être en accord avec moi-même. Certains diront que j'ai été trop ambitieuse en étendant mes récits sur des milliers de pages. D'autres, au contraire, trouveront que j'ai offert une richesse que peu d'œuvres peuvent prétendre égaler. Quoi qu'il en soit, je suis satisfaite d'avoir suivi ma voie, d'avoir persévéré dans mes travaux malgré les contraintes de mon époque, et d'avoir laissé derrière moi une œuvre où se mêlent sentiments élevés, réflexion morale et une touche de rêve. C'est là tout ce que je souhaitais, et cela me suffit pleinement. Ainsi s'achève cette rencontre exceptionnelle avec une femme qui, par sa plume, a su réinventer les codes de son siècle et ouvrir la voie à tant d'autres après elle. Merci pour votre attention.